Allez, place à présent à notre nouvelle chronique quotidienne. Ces dernières images, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Un sujet aujourd'hui qui vous parlera sûrement depuis des décennies. L'ONU traîne une réputation d'institution inefficace, voire inutile selon certains. C'est en partie dû au fait que les 5 membres permanents ont une capacité de veto qu'ils ont parfois utilisée à outrance, gênant des institutions de blocage alors qu'il y en avait souvent urgence à agir. On en parle avec vous, Karim Yayaoui. Bonjour. On va regarder à vos côtés dans le rétro grâce aux précieuses images de Lina. On a tendance à oublier ce qui s'est passé avant nous. Eh bien, on rétablit la réalité dans cette séquence. L'usage à outrance du droit de veto, ça c'est l'une des critiques qui est faite régulièrement aux États-Unis depuis le 7 octobre dernier. C'est vrai, et on va commencer avec une photo, une image assez récente. On va découvrir ensemble l'ambassadrice américaine aux Nations Unies qui s'appelle Linda Thomas-Greenfield. Et ce jour-là, c'était il n'y a pas longtemps, le 25 mars, c'était la première fois depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre que les Américains n'émettaient pas de veto à un texte qui demande à Israël d'arrêter son offensive, provoquant d'ailleurs la colère d'Israël. Il faut rappeler qu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies est adoptée si 9 ou plus de ses membres votent en sa faveur, mais surtout si aucun des 5 membres permanents, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie, n'y mettent pas leur veto. Et c'est vrai que depuis des décennies, les États-Unis se sont employés à utiliser leur droit de veto au Conseil de sécurité pour soutenir la politique d'Israël. Jusque dans les années 50, finalement, le Proche-Orient était plutôt une affaire qui concernait les ex-puissances mandataires, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France. Mais la guerre de 6 jours en 1967 va changer la donne. Les Américains sentent que l'influence soviétique est de plus en plus importante au Proche-Orient et donc ils vont se rapprocher et tisser des liens toujours plus étroits avec Israël. Et on va découvrir ensemble une DLS qui revient un petit peu sur on va un faire certain un peu nombre... d'histoire à vos côtés avec les grandes dates clés pour le Alors, coup. quelques dates importantes. En 1972, les Américains utilisent leur droit de veto sur une résolution qui appelait à la fin des opérations militaires israéliennes qui avaient été lancées contre des positions de l'Organisation de libération de la Palestine au Liban. En 1976, c'est une date importante. Les Palestiniens parlent de tyrannie du veto parce que les Américains mettent leur veto sur une résolution qui appelle à la création d'un État palestinien. On pourrait parler de 1983, veto sur une résolution qui appelle à l'arrêt de la colonisation à Jérusalem-Est, 2003, 2017, lorsque une résolution condamne la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les Américains mettent leur veto. Mais ça serait mentir que de dire qu'ils ont systématiquement mis leur veto. En 1967, après la guerre de 6 jours, ils votent une résolution pour exiger le retrait des forces israéliennes des territoires occupés. En 1968, pour condamner l'action de l'État hébreu du côté de Jérusalem. Ou encore, important, en mars 2002, c'est les Américains eux-mêmes qui rédigent une résolution qui préconise la création d'un État palestinien. Bon, il faut quand même rétablir la vérité. Ce droit de veto, il n'y a pas que les Américains qui en usent et en abusent. L'Union soviétique va utiliser massivement cette capacité qui lui a été donnée à partir de 1946. Entre 1946 et 1971, l'URSS utilise son veto à 80 reprises pour barrer des projets de résolution. Plus tard, ils vont l'utiliser notamment dans les années 80 parce qu'ils ont déclenché eux-mêmes une guerre. Regardez cet extrait d'un journal télévisé d'Antenne 2 en 1980. À New York, la nuit dernière, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est terminée par un échec. Les pays membres des Nations Unies n'ont pas pu adopter une résolution demandant le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. L'URSS s'y est opposée par son droit de veto. Il va falloir maintenant convoquer une assemblée générale extraordinaire sur le problème afghan. C'est important cette période-là parce que c'est cette guerre d'Afghanistan qui va se transformer en bourbier pour l'Union soviétique, qui va participer à la chute de l'Union soviétique. Et avec la disparition de l'Union soviétique, sur la scène internationale, la Russie sera beaucoup moins présente et usera beaucoup moins de son droit de veto jusqu'à l'arrivée d'un certain Vladimir Poutine qui, lui, va utiliser à nouveau cette arme du côté de l'ONU. On se souvient que la Russie avait tout fait pour empêcher une résolution qui condamnait le régime syrien de Bachar al-Assad pour l'usage d'armes chimiques.
Voilà, pourtant, à l'origine, les fondations de l'ONU semblaient plutôt solides, hein, Karim. C'est vrai parce qu'il faut le rappeler, l'ONU est née après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où toute la planète avait besoin de paix, on va dire, et l'ONU veut garantir une paix durable et solide. Et il y a une conférence qui se tient en 1945 à San Francisco et qui va marquer la naissance de l'ONU. Je vous propose d'écouter le président américain de l'époque, le président Truman. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix. We must learn to live together. Voilà, le traumatisme à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, à l'origine de la naissance de l'ONU, qui ne va pas empêcher la multiplication des conflits. L'ONU est de plus en plus critiquée. C'est vrai, on va rentrer dans une période de glaciation. C'est ce qu'on appelle la guerre froide entre les blocs Est et Ouest, avec les non-alignés entre les deux. On va voir qu'un certain nombre de conflits vont devenir les nouvelles poudrières. La Corée, le Vietnam, le Moyen-Orient. Et l'ONU semble de plus en plus incapable de faire face à ces conflits. On va regarder l'extrait d'une émission française qui s'appelle « À armes égales ». On est tout juste en 1970 et on entend un écrivain qui s'appelle Jean Cau, qui est une figure intellectuelle en France à l'époque et qui est déjà très critique à l'égard de l'ONU. Écoutez. La Société des Nations, pendant l'entre-deux-guerres, a fait la démonstration éclatante de son impuissance et notamment elle a été tout à fait incapable d'empêcher Hitler d'arriver au pouvoir. Aujourd'hui, l'ONU fait la preuve de son impuissance un peu partout, que ce soit au Vietnam, dont la guerre s'éternise, que ce soit au Moyen-Orient. Chaque fois, l'ONU proteste, envoie des observateurs qui observent quoi? La catastrophe. Voilà, l'ONU qui devient à ce moment-là précisément le symbole de l'impuissance internationale. C'est peut-être un peu un coupable facile aussi. Hein. C'est vrai que par la suite, l'ONU sera aussi en grande difficulté lorsqu'il y aura des drames du côté du Rwanda ou de la Bosnie. Mais derrière l'ONU, il y a avant tout un nombre non négligeable de nations. Et c'est peut-être là qu'il faut aller chercher des éléments de compréhension, parce que c'est la volonté de ces nations qui fait que les choses peuvent changer. On va regarder ensemble l'extrait d'une émission qui s'appelait Géopolis, qui date des années 90. Et on y entend notamment Kofi Annan, qui n'est pas encore secrétaire général de l'ONU, mais sous-secrétaire en charge des opérations de maintien de la paix. Et on comprend que l'ONU, eh bien, ce n'est rien, l'ONU, sans les nations derrière. Écoutez. Quand l'ONU monte une opération, il faut aussi faire rentrer l'argent. Or, l'argent rentre mal. Les opérations de maintien de la paix coûtent cher, à peu près 16 milliards de francs en 1992. Avec la multiplication de ces opérations, certains pays sont réticents à payer. Le déficit se creuse. La paix coûte cher, y compris en vie humaine. You ask what would it take to improve the situation and to make it better? Work better. And to make it work better. I think what will have to happen is we need to have greater commitment on the part of the countries for collective security and a willingness for the states to really get engaged and to commit. Bon, l'institution reste tout de même, Karim, un lieu de discussion assez exceptionnel. C'est vrai que le poids politique de l'ONU s'est réduit au fur et à mesure des décennies, mais c'est vrai aussi que c'est une caisse de résonance mondiale, un lieu de bataille d'idées où s'affrontent de façon parfois extrêmement vigoureuse, mais aussi où on peut rétablir le fil des relations qui se sont rompues. On va écouter un journaliste américain qui s'appelle Cyrus Sulzberger, je vais réussir à dire son nom. Il s'exprime au micro de médias français en 1970, là aussi, et ce qu'il explique est encore vrai aujourd'hui. Écoutez. Alors, il est très facile de souligner, n'est-ce pas, les défauts de l'ONU. Ce n'est pas un monde si parfait, ni du sud, du nord. Et il y a des contacts presque permanents, comme par exemple les contacts aujourd'hui entre les quatre grands sur les questions du Moyen-Orient.
Alors voilà, ça permet de maintenir des contacts même quand la situation est désespérée. C'est peut-être un des points positifs de l'ONU. Il explique aussi dans cette interview que l'ONU, si elle ne parvient pas à empêcher les conflits, elle empêche peut-être que les déflagrations soient encore plus importantes. Et puis aujourd'hui, il faut s'intéresser peut-être à toutes ces agences de l'ONU, parce que ce n'est pas seulement faire face à des conflits parfois impossibles à gérer, mais c'est aussi un certain nombre d'agences comme le Programme alimentaire mondial ou encore l'UNICEF, le HCR, le Haut Comité pour les réfugiés, qui ont une action palpable au quotidien et qui véritablement change la vie d'un certain nombre de personnes. Donc tout n'est pas acheté du côté de l'ONU.